Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir, Carole Thomas, donc le pouvoir des chevaux. Merci Carole de me donner cette interview et qu'on puisse échanger en fait sur ce sujet qui nous parle à toutes les 2 qui est la médiation, animale et toi en particulier la médiation équine. On avait déjà échangé ensemble parce qu'à l'époque, je me posais la question de me former encore plus et ça viendra sûrement, hein. On se forme toujours dans ce métier. Donc, bah, je vais te laisser la parole, moi, de mon côté. J'aimerais déjà que tu nous expliques ton parcours et comment tu en es arrivé bah, à la médiation équine. Mmh. Bonjour Noélie, merci, à toi de m'avoir ce sommet. Heu, voilà, sur la médiation animale plus large. Alors moi, en effet, je parlerai principalement de la médiation équine. Alors, comment j'en suis arrivée à la médiation équine? Hem, j'ai toujours été attirée par les chevaux, depuis longtemps que je me souvienne moi-même, mais aussi dans les histoires que mes parents me racontent. J'ai toujours été très attirée par les chevaux. Je suis ensuite passée par, la case, équitation. J'ai appris à monter à cheval, en centre équestre, à l'époque. Ensuite, j'ai fait du concours, moi, je faisais plutôt du concours complet et j'ai eu un accident sur un cross, D'accord. en étant, j'avais 16 ans, j'étais ado. J'ai eu un bon accident sur un cross et du coup, les chevaux, bah, j'étais blessée et j'ai pas vu de chevaux pendant longtemps, mes parents n'étant plus du tout d'accord, même une fois que j'ai été remise, pour que je remonte à cheval, puisqu'à l'époque, entre guillemets, on montait à cheval ou voilà. Et du coup, pendant toutes ces, on va dire qu'il s'est passé 4-5 ans à ce moment-là, et il se trouve que ça a été l'époque où on commençait à entendre parler aux États-Unis de ce qu'on appelait à l'époque les chuchoteurs. Ouais, Et donc moi, je n'avais pas accès physiquement aux chevaux à ce moment-là, mais je me renseignais beaucoup sur le travail des chuchoteurs qui me passionnait. Et pendant ce temps, en même temps, je fais mes études et j'arrive en région parisienne, où je commence à travailler, toujours en étant très inspirée par ce que j'avais entendu de ces chuchoteurs. Et il se trouve que là, j'ai eu enfin, j'ai eu une opportunité incroyable. En fait, j'ai habité à 20 minutes de l'endroit où Pat Parelli est venu s'installer en France super. pendant 6 mois. Donc, c'était le début du Haras de la Sens. Et donc, j'ai été voir son travail. Il a été remplacé ensuite par Andy Boost à la Sens, donc, dont j'ai suivi aussi les premières années de travail à la Sens. Et donc, ça m'a ouvert les portes de l'équitation éthologique et en particulier, du coup, de ce qu'on appelait le travail au sol. Et il se trouve que dans les échanges que j'avais, en particulier au sol avec le cheval dont je m'occupais à l'époque, il se passait des choses pour moi. OK. Euh, oui, pour moi. Enfin, j'avais la sensation que ça me parlait de moi. Bien sûr, ça me parlait du cheval, mais ça me parlait de moi. Et quelques mois plus tard, je suis tombée sur le premier livre de Linda Kohanov qui a été traduit en français, c'était Le Tao du cheval. Ouais. Et en lisant en fait ce livre, j'avais la sensation qu'elle décrivait des choses de manière structurée, des choses que moi je vivais avec le cheval dont je m'occupais en particulier. Et du coup, bah, j'ai eu envie d'expérimenter ça pour moi. Et voilà. Et donc, dans les mois qui ont suivi, bah, j'ai eu la chance de pouvoir faire un premier atelier Epona. À l'époque, ça s'appelait Epona. Maintenant, ça s'appelle Epona Quest. Et, et ensuite, c'est devenu une évidence que j'avais aussi envie de transmettre ça. Et donc, je suis rentrée dans le parcours de formation de Linda Kohanov aux États-Unis, donc le parcours d'instructeur Epona Quest. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans la médiation équine. Super. Et aujourd'hui, du Grâce à coup un Lusitanien noir. ah oui, bah, ça, souvent, c'est les chevaux noirs et grands et un peu élancés qui nous amènent à aller, travailler sur nous. C'est Heu, très étonnant d'ailleurs parce que donc le cheval dont je parlais était un Lusitanien noir. C'est la première fois que je m'occupais d'un Lusitanien et depuis, les Lusitaniens n'ont jamais quitté ma vie. Et maintenant, je suis entourée par 2 chevaux, enfin un cheval et un poney. Et donc j'ai un Lusitanien crème, donc très clair, et un Welsh noir, complètement noir. Pour moi, c'est un parfait mélange. ouais, bah, le yin et le yang comme Epona Quest. Comme le logo? Mmh. Comme le logo, ouais.
Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu en es dans tes Alors, formations? j'ai donc créé Le Pouvoir des Chevaux en 2011. Et donc, à l'heure actuelle, donc déjà, je me suis installée il y a quelques mois j'habitais Marseille depuis quelques années. Maintenant, je suis dans le Var, donc à 3 quarts d'heure de Marseille. Je me suis installée sur le même lieu avec mes chevaux. Donc, voilà, j'ai pu modéliser. Je regarde un peu haut parce qu'en fait, je regarde par ma baie vitrée, je vois mes chevaux et le lieu dont je parle. J'ai pu commencer à modéliser un lieu qui me ressemble, en tout cas tel que je l'avais imaginé, à la fois pour moi et pour mes chevaux. Et donc maintenant, je travaille principalement, j'interviens principalement dans ce lieu. Donc j'ai plusieurs axes, on va dire, au sein du droit chevaux. Donc bien entendu, je continue à animer des ateliers de développement personnel facilités par les chevaux, bien entendu. Euh, J'anime aussi une formation professionnelle depuis plusieurs années maintenant, depuis 2015, donc la formation professionnelle d'instructeur médecine Orsouet. Donc, si pour les personnes qui ont envie de devenir équicoach spécialisé en développement personnel. Et j'ai aussi une activité de supervision auprès des professionnels, donc les professionnels de l'accompagnement en médiation équine en particulier, hein, voilà, qui viennent vers moi en formule de supervision, en particulier sur les sujets de professionnalisation autour de l'accompagnement sans prise de pouvoir et de la gestion des situations à haut niveau d'intensité, on va dire, et de vulnérabilité. OK, super. Hem, du coup, tu as tout le temps fait, ça, depuis que tu es jeune? Tu es sortie de tes études et puis, tu Point du tout, point du tout. Il s'est passé quelques années dans tout ça. Non, pas du tout. Moi, j'ai fait des études hyper classiques, bac scientifique, prépa HEC, école de commerce, on appelait ça à l'époque, hein, école de management, troisième cycle, enfin bref, tout le bazar. Et j'ai passé une quinzaine d'années en entreprise sur des postes de direction des opérations, direction de l'organisation, direction des systèmes de management et de management qualité en particulier. Donc, globalement, sur des directions opérationnelles, Ouais, jusqu'à il y a. Ensuite, quand j'ai monté le pouvoir des chevaux, j'ai continué à temps partiel. En fait, j'ai réduit mon activité salariée pour développer mon activité en parallèle. C'était mon choix vraiment de faire comme ça. Et j'ai complètement arrêté mon travail salarié au sens des compétences que j'avais à l'origine en... ça me paraît tellement loin maintenant. Je dirais en 2000, ça doit faire 6 ou 7 ans maintenant, complètement. OK, cool. Est-ce qu'on peut parler un petit peu parce que souvent, tu sais, les gens, ils nous disent, en médiation animale, «J'ai peur de pas vivre de ce métier-là» et cetera et moi, je sais que dans l'enseignement que je donne et je pense que toi, tu fais la même chose, tu expliques aux gens que bah, c'est long, qu'il faut du temps, qu'on a des compétences à apprendre, qu'on peut pas faire tout comme ça et ça vient pas comme ça et c'est comme tous les métiers, un boulanger, il a besoin du temps aussi pour apprendre à faire du bon pain. Hem, mais du coup, voilà, toi, comment tu es sortie de cette peur de pas y arriver, ouais, tu vois, d'avoir peur d'échouer? Euh, alors, en tout cas, bon, moi j'étais sur des postes de direction générale d'entreprise avant, donc c'est vrai que et puis j'avais fait des études de management, clairement, donc j'avais des outils en termes de gestion, je connaissais la gestion d'une entreprise, la stratégie d'entreprise, etc. Mais néanmoins, pour ma part, enfin, je veux dire, dans mon cas à moi, quand j'ai choisi de développer mon activité, le pouvoir des choses, j'ai choisi délibérément à l'époque de ne pas le faire en appliquant les modèles de business plan que je connaissais. OK. Donc, c'était un cas très atypique. C'est pas forcément ce que je recommanderais maintenant. Mmh. En tout cas, c'est ce que j'ai fait moi parce que c'était mon choix de développer cette activité en étant absolument alignée avec un rythme organique intérieur à l'intérieur de moi. C'est que au moment où je le sentais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi de garder euh, un- un- une mission salariée à temps partiel, parce que je ne voulais pas non plus me préoccuper évidemment euh, de questions de survie au sens économique. Ouais. Donc j'ai fait ce choix de garder
une mission salariée pendant quelques années, vraiment parce que j'avais envie d'expérimenter un modèle entrepreneurial pas du tout dans les sentiers battus. Euh, voilà. Donc, pour ma part, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, pour répondre à ta question, clairement, le marché de la médiation animale est un marché à construire. En plus, c'est un marché sur lequel les pratiques sont tellement diverses qu'il y a aussi quelque part un travail d'éducation du marché à faire de la part de chacun des acteurs. D'ailleurs, si ça peut t'intéresser, je pourrais donner quelques mots du travail du Sympac dont j'ai Oui, la oui, chance oui, d'être mais présidente vas-y, cette année hein, après deux années de moi, je suis OK avec mais ça et voilà. structuration du métier, hein, bien sûr, c'est un métier qui reste récent. Et surtout au vu d'une très grande diversité de pratiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même prestation, je n'aime pas du tout ce mot, mais en tout cas, on ne va pas avoir le même accompagnement. Mmh, Euh, Si on va vers une personne ou vers une autre personne ou vers une autre personne, la diversité des pratiques et des visions est très très large. Et pourquoi je dis ça par rapport à la question? Parce que ça veut dire que si on est un jeune professionnel de la médiation, ça me paraît très important d'exposer notre identité, c'est-à-dire ce qu'on propose vraiment. mmh, Ce qui sous-entend qu'il faut bien sûr probablement avoir réfléchi réellement à ce qu'on propose, à ce qu'on a envie de proposer pour que les personnes qui vont être intéressées, qui vont raisonner avec ce qu'on propose, bah, puissent, un, nous trouver et deux, nous contacter en sachant pourquoi elles aussi. tout à fait. Donc ça, c'est la première des choses que je pourrais recommander. Et ensuite, tu l'as évoqué, bah, c'est sûr que la médiation équine, c'est un métier, d'accord? Donc ça s'apprend. Il y Ouais, a des compétences qui sont liées à ça. Mais le métier de la médiation équine, actuellement, hum, il est souvent exercé en libéral, c'est-à-dire on est tout seul, on est entrepreneur ouais, soi-même, à part les métiers de la médiation qui sont liés au médico-social, qui eux se trouvent dans des structures, donc c'est un peu différent, mais en dehors des métiers liés au médico-social, les métiers de la médiation sont souvent des métiers d'entrepreneurs. tout à Et fait. par conséquent, eh bien, si on a envie de vivre de son métier, de ce métier-là, les compétences entrepreneuriales sont aussi des compétences qu'il faut apprendre, en tout cas sur lesquelles il faut se faire soit accompagner, soit qu'il faut apprendre. Oui, bah, oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, je pense que les gens prennent pas la grandeur de ce métier-là et d'être entrepreneur, bah, c'est toute une vie, en fait et on n'attend pas son salaire à la fin du mois. On travaille pour avoir son salaire et des fois, il y a des fois où ça marche et des fois où ça marche pas. Heu, voilà, mais c'est aussi une acceptation de tout ça, je pense. Hem, Oui, on s'engage dans ce parcours, ou quand on fait le choix peut-être de ce métier, un, se rendre compte que, un, c'est un métier professionnel, sous-entendu, il y a des compétences mmh, techniques à avoir. Et deux, c'est un métier qui est en structuration, le marché est en structuration. C'est pas du tout comme si je m'engage dans un parcours pour devenir plombier. euh, je vais aussi probablement être entrepreneur à la fin, mais il est probable qu'on m'appelle très facilement et que j'ai peut-être un carnet de clientèle qui se remplit plus facilement, puisqu'on a tous besoin techniquement d'un plombier. oui, Peut-être qu'on a aussi tous besoin d'un bon médiateur équin, mais on ne le sait pas forcément. oui, bah, on c'est pas encore dans les mœurs, bientôt. C'est ça, c'est Hem, ça. Tout à l'heure, tu parlais, bah, du syndicat. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut apporter aussi, aux personnes qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancées? Oui, bien sûr. Donc, le SYMPAC, c'est le syndicat des professionnels de l'accompagnement assisté par les chevaux. Donc, principalement le monde donc, de l'équicoaching et de la médiation en dehors des aspects médico-sociaux, hein. Donc, Mmh, dans le SYMPAC, il n'y a pas enfin, il n'y a pas de équithérapeute, équihandi, etc. On est plutôt dans un milieu d'équicoaching, on va dire. Donc, le SYMPAC a été créé en 2016 par un regroupement des principaux équicoachs de l'époque qui se sont dit, comme les chevaux, qu'ensemble on sera plus puissants, ouais, euh, pour à la fois faire un travail de fond sur ce métier, donc un travail de structuration du métier, de professionnalisation du métier et évidemment de reconnaissance du métier. Donc, le premier objet du SYMPAC, vraiment, c'est de contribuer activement, et c'est ce qui est fait maintenant depuis plusieurs années. Il y a un travail considérable qui a été mené
de contribuer donc à la reconnaissance de métier, la reconnaissance institutionnelle de ce métier et la reconnaissance aussi par le marché, enfin tous les aspects de la reconnaissance de ce métier et de la professionnalisation. Donc concrètement, quand on rentre au SYMPAC, l'idée, c'est qu'on a envie de contribuer à ça. Et bien sûr que ce qu'il faut se dire, c'est que tous les équicoachs de France bénéficient du travail du SYMPAC, même s'ils ne sont pas membres, puisque le SYMPAC travaille pour le métier de l'équicoaching, il ne travaille pas que pour les membres du SYMPAC. Donc, bien entendu, tout le monde bénéficiera de ce travail qui est fait pour du collectif, mais la contribution est très importante parce que plus on sera nombreux au SYMPAC et plus le SYMPAC pourra se présenter comme étant à la fois représentatif du métier auprès des pouvoirs, enfin auprès d'un certain nombre d'organismes et d'institutions. Donc, pourra se présenter comme étant représentatif et aussi capable du coup de régulation, d'autorégulation pour qu'on évite justement que de la réglementation tombe sur ce métier et qu'elle tombe euh, je veux dire qu'elle soit conçue par des acteurs qui ne font pas partie du métier. Ok. Donc Donc, il y a si, un vrai travail de défense des règles du métier qui va bien entendu bénéficier à tous, mais sur lequel on a besoin d'être nombreux. Plus on sera nombreux au SYMPAC et plus euh, le, le travail aura de la puissance et de la rapidité. Donc, quand on vient au SYMPAC, en premier lieu, c'est parce qu'en tant qu'équicoach ou en tant que médiateur équin, on se dit je veux faire partie d'un collectif qui travaille à la structuration, à la professionnalisation, à la reconnaissance de ce métier. D'accord? Donc, ok. quelque part, on va adhérer pour participer à une espèce de, je veux dire d'œuvre, mais c'est peut-être beaucoup trop comme mot, je ne sais pas. En tout cas, de travail ou de mission collective, ne serait-ce que parce qu'on est là et qu'on cotise quelque part, qu'on a adhéré. D'accord? Donc, ça, c'est la première des choses. Pour léguer quelque part progressivement un marché qui soit de plus en plus mature, avec un encadrement qui soit adapté, etc., etc., etc. Ok. Mais en plus de ça, et bien entendu, quand on est adhérent au SYMPAC, eh bien, on est en lien avec tous les adhérents, c'est-à-dire qu'il y a un effet, on peut absolument faire connaissance Ouais. euh, avec des pairs, et tu parlais principalement des personnes qui peuvent être en train de s'installer, donc des jeunes professionnels, et ben c'est clair qu'en adhérant au SYMPAC, ils peuvent être en interaction avec des professionnels de longue date, extrêmement expérimentés. Donc, il y a des échanges de pratiques qui sont organisés, des journées de rencontres. Donc, on n'est pas du tout sur un club d'entrepreneurs. L'objectif n'est pas d'aller réseauter, trouver du business. C'est pas du tout le sujet, Mm. mais c'est vraiment un endroit dans lequel se regroupe un endroit, pas un endroit physique, hein, on est bien d'accord, hein, un endroit, un espace dans Oui, lequel oui, ça. euh, beaucoup d'équicoachs du métier se regroupent, peuvent interagir avec des interactions en mode herbivore, c'est-à-dire que nous sommes tous équicoachs au SYMPAC et pourtant le sujet n'est pas, enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans un groupe de carnivores qui s'observent et qui essayent de se manger des parts de marché, pas du tout. Et ça, c'est une très très belle réussite du SYMPAC parce qu'à nouveau, ça regroupe des personnes qui font le même métier Ouais, et qui se comportent comme des chevaux. Donc super. en tant qu'herbivores et puissants. Voilà. Ok, cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais rebondir tout à l'heure sur quelque chose que tu as dit où tu disais que la réglementation aujourd'hui, ben, il y en a quasiment pas, on peut dire ça comme ça, hein. On n'a pas l'obligation d'être formé pour exercer, hein. Enfin, c'est une réalité. On en est où ça au niveau du Synpax? Est-ce que ça va grandir? Est-ce que ça va changer dans les années à venir? Qu'est-ce qui ferait que ça changerait? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis, on va dire une dizaine d'années, on travaille là-dessus, mais, on voit des avancements, mais pas forcément, de grandes avancées, quoi. C'est un peu ingrat de travailler sur la reconnaissance du métier, la finalisation, parce qu'en effet, on ne voit pas exactement ce que ça donne. Si un jour on a envie d'ouvrir un espace où on peut parler de ça plus précisément, je le ferai avec grand plaisir. Parce qu'il y a un travail considérable qui a été fait et c'est vrai que ça paraît des gouttes d'eau, et ça n'en est pas. Euh, Ça n'en est pas. C'est simplement que le travail de reconnaissance de métier est un travail
dans multidimensions. Ouais. Euh, bon, bref, donc tout ça pour revenir à ta question. Donc le métier d'équi-coach, moi je vais parler spécifiquement de l'équi-coaching dans la médiation, puisque bah, c'est de ça que je m'occupe au Sympac. Donc le métier de l'équi-coaching n'est pas un métier réglementé. L'objectif est justement qu'il ne devienne pas un métier réglementé. Un métier réglementé, c'est un métier sur lequel il y a un parcours juridique, institutionnel qui est filé pour pouvoir accéder à ce métier. D'accord? Mhm. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse rester une profession qui soit autorégulée, donc c'est-à-dire qui se réglemente elle-même, d'accord? D'accord. Sans que ce soit les institutions qui mettent une réglementation. Maintenant, qu'est-ce qui ferait que ce métier deviendrait réglementé? Et c'est justement pour éviter ça que des organismes comme le SYMPAC existent, hein. Un métier devient réglementé, un métier en tout cas comme l'équi-coaching pourrait devenir réglementé à partir du moment où la non-réglementation pose problème. Ok. Par exemple, s'il y avait des accidents, par Oui. exemple, si le niveau de professionnalisme enfin, le professionnalisme quelque part des acteurs n'est pas suffisant, etc., etc. En fait, si cette mayonnaise-là n'est pas, n'est pas OK, grince trop fort, alors il est possible qu'il y ait une réglementation, d'accord, qui tombe sur nous. Et Ok. la présence du SPAC fait aussi que le fait que si un jour on en arrive à un besoin de réglementation, eh bien au moins le SYMPAC sera le représentant officiel de l'équicoaching et du coup aura la voix, c'est-à-dire fera partie de la table ronde qui va travailler à cette réglementation, à la place que ce soit une réglementation qui vient d'en haut, on va dire. Une autre raison qui pourrait faire que ça devienne un métier réglementé, bah, ce serait en effet quelque part des intérêts contradictoires qui pourraient nécessiter un espèce d'arbitrage institutionnel. Et donc là aussi, l'idée n'est pas du tout d'aller vers là, c'est vraiment l'idée de pouvoir rester sur un métier flexible, agile, donc autorégulé, ce qui nécessite de professionnaliser et de structurer ce métier et de pouvoir montrer ça aux institutions et aux différentes parties prenantes. C'est une des grosses parties du travail du SYMPAC. OK. Donc c'est vraiment important aujourd'hui qu'on ait ce syndicat qui, en fait, nous protège plus ou moins de cette réglementation où on n'aurait pas notre mot à dire, en fait, si on va par là, si on suit ce que tu Oui, viens de dire. alors peut-être que le mot protégé d'une réglementation sur laquelle on n'aurait pas un mot à dire est un peu direct, mais en tout cas, dans l'idée, c'est juste. C'est vraiment un travail collectif pour faire en sorte que ce métier euh, ait le niveau de travail nécessaire, puisque comme tu le disais au début, c'est un vrai métier, Mmh. et que grâce à ça et à une capacité de régulation de ce métier-là, on puisse en effet éviter d'arriver à enfin, oui, une réglementation qui est contraignante. Bah, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important aussi de rappeler que, ben, toute personne qui veut rentrer dans ce métier, heu, il faut qu'il prenne conscience qu'il faut se former à la fois aux compétences humaines, mais à la fois aux compétences Oh animales. oui, Et oh oui, c'est une problématique aujourd'hui parce que moi, je vois autant des professionnels de santé qui se mettent à faire, de la médiation, animale ou équine sans avoir de compétences animalières et l'inverse et même des gens qui sont pas du tout compétents ni dans l'un ni dans l'autre qui commencent à faire ça parce qu'ils ont un chien à la maison. Donc c'est aussi important de le rappeler, de bien se c'est former ça. Et c'est pour ça que par exemple, le Sympak a travaillé, maintenant il est publié, d'ailleurs on a travaillé en collaboration avec le CIPME, qui est le syndicat interprofessionnel de la médiation équine, donc incluant la partie sociale. Donc ouais, on travaille en coopération évidemment avec le CIPME, le Sympak et le CIPME travaillent main dans la main sur ces sujets communs. Donc il y a un référentiel de compétences métiers qui a été élaboré, qui est maintenant public, qui fait référence. Donc, en effet, il y a une triple compétence pour être, on va dire, équicoach, oui, mais, euh, mais ça s'appliquerait à la médiation équine ou animale, sachant que les compétences enfin, équines seraient remplacées par les compétences concernant l'animal concerné. Mais il y a vraiment triple bloc de compétences. Donc, un premier, comme tu le disais, la compétence d'accompagnement humain. oui, Donc ça, c'est un métier en soi, d'accord? La compétence équine pour l'équicoach, ou en tout cas concernant l'animal concerné, pour la médiation animale, bah, ça aussi, c'est un métier en soi, hein, ça ne s'apprend bien pas en sûr. 3 jours concrètement. Mmh. Et une troisième compétence qui est
la compétence, elle a le savoir-faire, la capacité à savoir concevoir, modéliser, mettre en œuvre des activités avec l'animal concerné et le coaché, le bénéficiaire, le participant, des activités expérientielles qui vont permettre d'aboutir ou d'atteindre les résultats escomptés, en tout cas. Oui, bah oui, Donc, c'est vraiment une triple compétence et, euh, et chacune d'entre elles est un métier. tout à fait. Donc en fait, dans notre métier, on a 3 métiers, si on veut par C'est là. ça, on est trop fort. On est trop fort. Mais ça demande du temps, parce qu'apprendre 3 métiers, ça demande du temps. Mhm. Hem, Après, merci déjà pour ce petit éclaircissage qui nous permet déjà je pense qu'ils vont rassurer, en fait, les gens qui regarderont notre interview. Hem, Est-ce que tu vois des choses à rajouter dans des choses que toi tu vois ou que tu aimerais partager, sur des personnes que tu rencontres ou, par rapport à ce sujet-là? Au sujet de la médiation, tu veux dire, Noélie? Ouais, au sujet de la médiation, au sujet du marché aujourd'hui aussi, où on voit des gens apparaître, où, ils cassent le marché ou des choses comme ça. Ouais, ça serait intéressant qu'on aille aussi dans cette facette-là. Mais c'est sûr que le marché n'est pas structuré, c'est un marché qui est en devenir, qui est en train de se faire. Comme je le disais, en plus, les pratiques sont très variées. Pour ma part, ce que je crois, je suis quelqu'un d'assez consensuel. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, j'ai ma pratique et ma vision de la pratique, et il y a d'autres professionnels qui vont avoir une vision de la pratique qui va être très différente de la mienne. Je ne dirais pas qu'il y a des pratiques meilleures que d'autres. Il y a des pratiques différentes à partir du moment, évidemment, où chacun a le socle de compétences nécessaires, hein. C'est Sinon, ça. il y a un problème de compétences. Mais en fonction de la vision, je ne partage pas toutes les visions, évidemment, et probablement tout le monde ne partage pas la mienne. Et du coup, ce qui me paraît très important de faire maintenant sur ce marché, c'est de la clarté. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand tu disais qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui commence, c'est vraiment d'exposer ce qu'il fait, d'accord? Oui, Et de la manière dont il le fait pour que les personnes qui sont en recherche de ça puissent se dire, tiens, lui, OK, ça me parle. mmh, Souvent, je suis contactée par des personnes, soit qui cherchent des stages, hein, donc des expériences de médiation, soit des personnes qui s'interrogent pour une formation professionnelle, donc dans un cadre plus professionnel. Et typiquement, dans les interactions, les interviews que j'ai avec eux au téléphone souvent, euh, on m'interroge, ou si on m'interroge pas, d'ailleurs, je viens dessus, mais on m'interroge sur, bah, tiens, et par exemple, vous, les chevaux, votre rapport aux chevaux, c'est quoi? Vous travaillez quel genre de chevaux, etc., etc., etc. Bah, bien sûr, chaque équicoach, ou en tout cas chaque grande, il y a plusieurs grandes visions du travail avec les chevaux. Tout le monde ne va pas aborder les choses de la même manière. Donc, si moi, par exemple, j'ai envie d'aller vers un métier comme ça, ou si j'ai envie de participer, c'est-à-dire d'être oui, client de ça, d'être bénéficiaire, et que j'ai une sensibilité particulière ou des valeurs particulières concernant les chevaux ou l'accompagnement ou, j'en sais rien, le respect de la planète ou n'importe quoi d'autre, d'accord? Alors je pose les questions, d'accord? Est-ce que oui, le professionnel que je suis en train de contacter est en cohérence avec ce que je cherche ou pas? Non, ça n'est pas évident. On va reprendre l'exemple des chevaux. C'est un sujet qui vient souvent. Euh, je, je veux dire, ça n'est pas par exemple parce que admettons quelqu'un m'appelle, je pense à quelqu'un en particulier, si elle écoute l'interview, je la salue vraiment, elle est devenue une amie depuis. Mais donc quelqu'un m'appelle il y a quelques années en me disant qu'elle est intéressée elle recherche un stage en équicoaching, et donc elle a vu parce que je propose, et que donc elle est intéressée par un certain nombre de questions, notamment concernant les chevaux. Et donc la question qu'elle me pose, c'est est-ce que les chevaux avec lesquels vous travaillez vivent en boxe? d'accord. Il se trouve que le stage en question, sur lequel elle prévoyait de s'inscrire, à l'époque, je l'animais dans une écurie dans laquelle les chevaux vivaient en boxe la nuit et paddock la journée. Donc oui, ils D'accord. vivaient en boxe.
OK? Et ils étaient en individuel, ils n'étaient pas en pré, ils étaient en troupeau, etc., etc. Ouais. Donc, c'était le sens de sa question. Et donc, elle me dit non, parce que moi, je ne voudrais pas travailler, je ne voudrais pas venir faire un stage avec un professionnel qui ne respecte pas les besoins fondamentaux des chevaux, qui sont donc la liberté, les Mmh. copains, la nourriture à volonté, enfin, etc. Donc, sous-entendu, la vie en troupeau. Et donc, je dis, écoutez, je comprends très bien. Donc, dans ce cas-là, ne vous inscrivez pas à ce stage parce que ce stage se passe dans une écurie de propriétaires dans lesquels les chevaux vivent en box et en paddock. Et si vous êtes d'accord, je voudrais vous expliquer, euh, enfin, je voudrais vous expliquer mon point de vue pour ça. Parce que je suis très sensible au bien-être des chevaux, Sûr. à titre perso hein, et professionnel d'ailleurs. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y aura probablement un gros travail sur le bien-être équin à mener, d'ailleurs, en médiation équine, parce qu'on ne peut pas Mmh. nier que toute interaction entre un cheval et un humain, ou d'ailleurs entre un animal et un humain, a un impact sur l'humain et sur l'animal, Tout à et que fait. par conséquent, le professionnel de la médiation qui accompagne cette interaction a une responsabilité sur à la fois la sécurité émotionnelle de son accompagné humain, mais aussi de son partenaire animal. Donc ça, donc j'explique à cette jeune femme que j'étais très sensible, moi aussi, à l'aspect du bien-être équin, et que je m'étais posé beaucoup de questions, moi aussi, sur les types d'habitats dans lesquels j'aimerais que mes propres chevaux évoluent, et peut-être tous les chevaux de la planète, mais je n'irai pas jusque-là. Et que, en l'occurrence, j'avais choisi de faire un certain nombre d'ateliers dans l'écurie dans laquelle j'avais programmé le stage qui s'appelait Un pas de plus vers soi, sur lequel elle voulait s'inscrire. Et que la conclusion à laquelle, avec moi-même, entre moi et moi, à laquelle j'étais arrivée était la suivante. Pourquoi est-ce que je priverais des chevaux de ce type d'interaction qui, a priori, sera plutôt chouette pour eux? Mmh. Pourquoi est-ce que je les priverais de ça sous prétexte qu'ils vivent en boxe? Mmh. Et donc c'est très intéressant parce que on a eu un échange très chouette sur non pas la modalité, mais le pourquoi, qu'est-ce que ça amène Mmh. concrètement. Et donc, elle est venue en stage avec moi et elle a fini par faire son métier et elle commence ce métier de manière très chouette maintenant. Super. Et, euh, et du coup, voilà. Donc c'est juste pour dire que bah, bien sûr que pour la plupart des chevaux, ils sont souvent mieux dans un autre mode, notre habitat. Hein. C'est pas moi qui vais dire Bien sûr. l'inverse, évidemment. Mais pour moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je les priverais de ce type d'interaction chouette pour eux sous prétexte qu'ils vivent en boxe? Mmh. Euh, voilà. Bon, néanmoins, en tant que professionnel, c'est un cheval qui vit en boxe paddock individuel. Je vais avoir un travail préalable de prise de connaissance de ces chevaux pour aller vérifier leur mode de fonctionnement, puisqu'ils ne sont pas en troupeau, donc leur modalité d'interaction, en particulier s'ils se retrouvent en liberté dans un espace avec un Mmh. humain. Donc je vais aller vérifier, il va y avoir tout un travail avec chacun de ces chevaux pour aller valider le fait que la sécurité, évidemment, sera assurée pour les humains qui vont interagir avec eux, mais que la sécurité du cheval est assurée aussi, donc à la fois sa sécurité physique et sa sécurité émotionnelle. Et si ça n'est pas possible pour le cheval, eh bien dans ce cas-là, je ne le choisirai pas, enfin, on ne fera pas partenariat avec ce cheval. Mais ça, c'est qu'il vive en boxe ou n'importe comment, qu'il soit Oui, en bien boxe, sûr. paddock ou en troupeau ou je ne sais comment. Je vais de toutes les façons vérifier ça parce que quel que soit le type d'habitat du cheval, il peut y avoir des chevaux pour lesquels c'est OK, des chevaux pour lesquels c'est difficile de faire ce genre d'interaction ou qui ne sont pas OK. Ouais, bah, comme Voilà. tous les animaux, de toute façon, on a à vérifier, enfin, en tant que professionnel, on a un intérêt à vérifier, si l'animal est OK ou pas OK. Voilà. Oui. Oh Mais oui, oui, plus qu'un intérêt pour moi. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, on a une responsabilité d'aller vérifier ça. oui, bien sûr. Mmh mh. Et on a aussi la responsabilité de laisser des temps de pause aux animaux aussi, ça, c'est important pour le bien-être, pour son bien-être à En lui. tout cas, s'ils ont besoin, bien sûr. En tout cas, d'être à l'écoute peut-être du besoin Mmh. des animaux avec lesquels on interagit, on fait partenariat. Euh, Et donc, de mon point de vue, plus on les connaîtra, donc soit individuellement, soit aussi en lecture, tout simplement, et plus on pourra être attentif à leurs besoins eux aussi. Bien sûr. Parce qu'on ce qu'on vient de souligner, c'est surtout que voilà, c'est une phase d'observation aussi, autant de l'animal que de l'humain qu'on va accompagner et je pense que c'est Absolument. important.
de le souligner parce que notre métier, c'est beaucoup d'observation, dans un premier lieu, en tous les cas. Oui, l'observation avec les yeux et avec le ressenti général d'ailleurs aussi. Ouais, 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 enfin, je sais que, voilà, moi, je mets un point d'honneur là-dessus et il y a pas que le faire, mais il y a aussi, l'être Ah et oui, complètement. Et c'est quelque part, c'est ce qu'on essaye de transmettre. Alors, à nouveau, j'interviens avec les chevaux. Euh, je trouve extrêmement, pour ma part, je trouve extrêmement puissant euh, ce que peut nous apporter le, le puissant herbivore qu'il est. bien sûr. Justement, puisque nous-mêmes étant les humains, nous sommes des omnivores. Mmh, Il se trouve que on va dire que les compétences ou les caractéristiques carnivores sont plutôt facilement développées à l'intérieur de nos sociétés actuellement. bien On a sûr. des interactions, des modalités relationnelles qui sont très proches des modalités carnivores. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'entend aussi bien avec les chiens et les chats, concrètement à la maison. Mmh, Et pourtant, le fonctionnement des herbivores puissants comme les chevaux, leur fonctionnement naturel, il me semble, doit être une source d'inspiration enfin, essentielle pour nous les humains, qui sommes des omnivores. C'est-à-dire que nous sommes à la fois carnivores et herbivores. Et du coup, s'inspirer et interagir avec des chevaux, donc des herbivores très puissants, font partie des plus grands animaux de la planète, euh, nous permet vraiment de réintégrer cette part de puissants herbivores que nous sommes. Nous sommes aussi des très grands animaux sur la planète. Et on peut choisir dans nos modalités relationnelles, dans notre relation à nous, notre relation aux autres, voire même notre relation au monde. On a la chance de pouvoir choisir soit dans nos programmes carnivores, soit dans le programme herbivore en fonction des situations. Et pour ma part, les chevaux nous permettent de reconnaître notre part de puissants herbivores et j'adore ça. ouais, c'est beau ce que tu dis. De Mm. montrer aussi qu'on a ces 2 parts-là, c'est merveilleux, mais c'est aussi d'intégrer qu'en médiation, on le travaille avec différents animaux, donc C'est ça. c'est Chacun apportant sa propre touche. c'est ça, Et c'est vrai que sur le cocktail du cheval, le fait qu'il soit à la fois herbivore, bien sûr, mais aussi très grand, du coup, le cheval n'est pas du tout un animal fragile. Être herbivore ne veut pas dire être fragile. tout à fait. Moi, je travaille avec des lamas chez moi et tu vois, ils sont pas fragiles du tout. C'est clair. Oui, je suis sûre qu'ils ont même beaucoup de personnalité. Ah oui, 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 D'ailleurs, Noélie, si je passe en Charente, je viendrai te voir. pas de souci, mais ouais, les lamas sont extraordinaires, ce sont des animaux incroyables, et c'est surtout enfin moi je les ai laissés plutôt à l'état, sauvage où en fait ils se touchent pas. C'est des animaux qui ont quasiment pas d'interaction de toucher parce que quand ils se touchent, c'est pour de la dominance, mais de la forte dominance. Donc du coup, moi je les ai laissés comme ça et ouais, quand on va avec eux et qu'on sait qu'on peut pas les toucher, on se dit: «Ah, je dois gérer tout seul mes émotions». Voilà, Très intéressant, très intéressant. mais c'est aussi montrer que voilà, on peut faire de la médiation avec tout type d'animaux, autant le toucher sans le toucher, enfin voilà, je sais que tu travailles aussi avec les chevaux sans forcément les toucher, donc c'est intéressant aussi de Oh mettre ça oui. à l'honneur. On n'est pas dans l'obligation de faire avec lui, on peut juste être là avec lui, donc c'est important aussi. Mm. Et ils vont vraiment être à la fois de formidables révélateurs Oui, de ce qui on est à cet instant-là et de comment on fonctionne, et à la fois des incroyables partenaires pour pouvoir euh, agrandir, muscler les compétences ou les modalités qu'on a envie d'adopter. oui, ouais, ouais. Je trouve que chaque animal nous fait prendre conscience de qui on est et c'est ça qui est merveilleux dans ce métier-là, en fait. On D'où peut imaginer l'importance. que chaque individu, y compris humain, peut nous permettre de prendre conscience de qui on est. Ça me rappelle une des cartes, je ne sais pas si tu connais aussi les personnes qui nous entendront, Linda Koanoff, donc Epona Oui, Quest a édité un jeu de cartes, hein, donc avec ouais, 42 archétypes équins, donc ça s'appelle La Voix du cheval. Je travaille très souvent avec ce jeu que je connais très très bien. Et donc il y a une de ces cartes qui parle de l'archétype de ce qu'apporte la relation oui, et combien c'est dans la relation euh, à l'autre ou aux autres, hein, qu'ils soient animaux, humains ou enfin, en tout cas la relation, c'est dans la relation qu'on peut voir qui on est parce que si on est tout seul avec nous-mêmes tout le temps, on, ben, on ne verra que ce qu'on voit nous. bien sûr.
Non, non, c'est merveilleux de On savoir. est des êtres de connexion et les chevaux sont les chevaux et les animaux Oui, sont les animaux en dehors des humains, puisque eux ont moins perdu cette capacité que nous, sont probablement là pour nous aider à nous reconnecter au fait qu'on est des êtres de connexion. tout à fait. Hem, je pense qu'on arrive à la fin, on a dû dire, tout ce qu'on voulait dire. Est-ce que tu as des choses à partager aux gens, des des choses qui enfin, des gens qui veulent, en fait, devenir, intervenants en médiation animale ou équine, pour toi, ça serait quoi la première chose pour eux à faire avant de se lancer? La première chose, ce serait, d'éclaircir le projet. Concrètement, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Pourquoi, en vrai, j'ai envie de faire ça? C'est quoi mes motivations? Une fois que ça est clair, c'est-à-dire que la question du sens est claire, si cette phase permet de confirmer que c'est vraiment ce métier-là qu'on a envie de faire, parce que parfois, au bout de cette phase-là, on peut se rendre compte qu'en fait, pas du tout. Bien sûr. Je pense par exemple à quelqu'un qui dit: «Oui, je voudrais faire ce métier parce que je voudrais travailler avec des chevaux et cetera», mais peut-être que finalement ostéopathe équin, ça serait mieux Bah, oui. et on travaille aussi avec des chevaux. Mmh. Donc travailler vraiment sur les motivations et ensuite avoir un travail très, une phase peut-être très, rationnelle, de d'aller regarder, bah, les compétences qui sont nécessaires pour ce métier et du coup celles qu'on a besoin d'acquérir et savoir comment le faire, heu, avant peut-être de se lancer. Mmh. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi et bah, je te remercie, énormément pour cette interview. Je pense que ça va aider, beaucoup, beaucoup de monde, cet échange et enfin, du moins, ça permettra de faire, des prises de conscience, je dirais, et puis, ben, je mettrai tes coordonnées, tous les coordonnées, en fait, de ce qu'on a pu citer aujourd'hui, dans l'interview, heu et du coup, on se retrouvera en live, pour les questions-réponses, des gens. Merci beaucoup, Carole et puis à Avec grand très plaisir. bientôt. Hein? Oui, à bientôt. À bientôt.